Amis des moteurs à courant continu, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais promis que je vous ferais une petite vidéo, une série de vidéos sur les fameux ponts en H qui permettent de commander des charges de façon bidirectionnelle, charges qui sont souvent justement des petits moteurs continus, des bobines de moteurs pas à pas ou des choses comme ça. Mais avant ça, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant, surtout pour les débutants, de faire quelques petits rappels justement sur certains types de moteurs à courant continu, du type qu'on va souvent retrouver justement en modélisme, dans les petits robots amateurs et ainsi de suite, à savoir les petits moteurs continus à balai, comme les Anglais disent, brushed. Il y a des moteurs qu'on appelle brushless et des moteurs qu'on appelle brushed. Ici, on va parler donc des moteurs à balai. Vraiment des moteurs qui existent depuis très très longtemps et dont je vous ai mis quelques exemplaires ici en photo. Voilà, ça, on a typiquement des moteurs comme ça. Maintenant, on en trouve là des petits aimants très forts. Des moteurs qui sont très puissants comparés à leur taille. Typiquement, ce qu'on va voir dans les petits hélicoptères télécommandés, des petits drones, des trucs comme ça. Ou par exemple ce moteur, qui est typiquement le moteur qui permet de driver la broche, par exemple de la CNC que je vous ai montré. Ils sont déjà des moteurs relativement puissants. Mais c'est des moteurs qu'on va le voir qui n'ont que deux connexions et qui ne nécessitent pas d'électronique spécifique de commande. En gros, il suffit de les brancher sur n'importe quelle source d'alimentation capable de fournir un courant suffisant, une alimentation, une pile, une batterie, n'importe quoi. Alors, petit rappel, comment ça marche? Le principe est très simple. L'idée, c'est que ces moteurs, ils ont généralement un stator, c'est-à-dire une partie fixe qui est composée d'aimants permanents. Et grâce au progrès qu'on a fait ces dernières années avec les aimants, c'est pour ça qu'on arrive à faire maintenant des petits moteurs qui sont très très puissants sous un petit volume, parce que justement on arrive à faire des aimants très puissants. Et donc ces aimants font un champ magnétique dans lequel on va mettre une ou plusieurs bobines. Et l'idée, c'est que on va se baser sur une règle de base de l'électromagnétisme, en gros, qui dit que quand on fait passer du courant, en gros, dans un fil, enfin, ou dans une bobine, ça va créer un champ magnétique, un petit peu comme un aimant, en fait, et que le sens de cette aimantation, qu'on par définition on appelle nord-sud, dépend du sens du courant. Et une autre propriété des aimants, comme vous l'avez sans doute constaté, c'est que les pôles opposés s'attirent, les pôles identiques se repoussent. Donc l'idée, c'est que si à un moment donné, on fait passer dans cette bobine du courant avec un champ qui, en fait, va avoir tendance à se repousser avec celui de l'aimant, et ça va exercer une force sur ce rotor, le rotor est la partie qui tourne, et donc la repousser. Et pareil de l'autre côté, ce qui fait que, comme on voit, cette boucle elle va avoir tendance, comme on peut voir ici les flèches, à tourner. Mais là, l'astuce, c'est un petit peu comme l'âne qu'on fait avancer là, avec une carotte qu'on tient avec un bâton. Comme cette bobine, elle est commandée par deux contacts qu'on appelle les collecteurs, sur lesquels frotte des balais. Il va arriver un moment où les deux contacts, ils sont en contact avec rien. À ce moment-là, comme on peut voir, il n'y a aucun courant qui passe dans la bobine, aucun champ magnétique, mais comme généralement il y a de l'élan, le système va continuer à tourner, et quand il va arriver dans la position inverse, on aura aussi inversé le sens du courant, ce qui fait qu'on se retrouve tout à fait dans la première position, et ainsi de suite. Le phénomène se répète, et ce qui fait qu'il tourne sans fin. Alors là, on montre quelque chose, je veux dire, avec une seule bobine. Dans la réalité, généralement, on en prend trois. Alors pourquoi on en prend trois? De toute façon, ce qui est toujours un déséquilibre. En théorie, on pourrait très bien le faire avec une bobine, deux bobines, mais on voit que dans un cas comme ça, imaginons que le moteur, par exemple, à l'arrêt, il soit pile poil dans cette position-là, il démarrerait pas. Il y aurait besoin de lui donner une petite pichenette pour qu'il démarre. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors que l'avantage de 3, 3 c'est instable, ce qui fait qu'à un moment donné, il y aura toujours, quand on va mettre le courant, une des bobines qui sera sous tension, qui sera en déséquilibre, et qui aura tendance à faire tourner le biniou. Alors, voilà, là je vous ai trouvé cette petite animation, on voit très bien le système qui tourne, et comme là on voit ce qu'on appelle les collecteurs, qui sont le nom de ces contacts, qui tournent sur les fameux balais. Alors ces balais, ça peut être soit des petits contacts sur des petits moteurs, soit les fameux charbons, qui permettent, je vais dire de façon un petit peu lubrifiante, de faire quand même passer un fort courant, ça inverse en permanence le courant dans les bobines. Alors ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces systèmes-là, ils sont réversibles. C'est-à-dire que ces moteurs-là, ils peuvent aussi marcher comme des dynamos, quelque part, comme des fournisseurs de courant, dans la mesure où le phénomène électromagnétique est réversible. Si on fait bouger une bobine dans un champ magnétique, ça va faire
ça va faire naître un courant aux bornes de cette bobine. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, hein, qu'on va retrouver justement tout à l'heure dans cette notion de force contre-électromotrice. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans la réalité, quand on veut faire un générateur, les paramètres sont un petit peu différents et souvent on les calcule un peu différemment des moteurs qui eux sont faits justement pour fournir une force motrice. Alors c'est vrai que c'est réversible, mais je veux dire, un moteur électrique fera un mauvais générateur, un générateur fera un mauvais moteur. Mais enfin bon, encore une fois, c'est pas le but hein, ici de voir ça. Mais on va voir que ce côté réversible qui va avoir un effet qui est très intéressant et très important dans le fonctionnement de ces moteurs. Comment c'est fait un moteur comme ça hein, bah, là, je vais trouver ça sur Internet, où on voit typiquement voilà, un petit moteur comme ça. Et ben, comme on peut le voir, à l'intérieur, il y a ce rotor. Et ce rotor qui, comme je l'ai dit, est composé généralement de 3 bobinages. Hein, ce rotor, comme on peut le voir, il est fait un petit peu comme les tôles de transformateur, hein, de tôles ici empilées. Alors pourquoi c'est pas d'un seul bloc? C'est pas d'un seul bloc parce que ce qu'on appelle les courants de Foucault, comme dans les transformateurs, si c'était d'un seul bloc continu, il y aurait énormément de pertes à l'intérieur. Hein. C'est pareil, je vais pas rentrer ici dans le détail. Et comme pour les transfos, d'ailleurs, on trouve des fois des moteurs où ça, c'est pas fait avec des tôles, justement, c'est fait avec des ferrites. Les ferrites, c'est des particules de métal qui sont dans une sorte de liant isolant. Mais c'est ça l'idée, il ne faut pas que ça soit conducteur. Après, on va retrouver donc un bobinage, et ce bobinage, qu'on peut le voir, il arrive à être branché ici sur ces fameux collecteurs sur lesquels on va retrouver les fameux balais, ici, qui frottent dessus, et qui assurent qui fait la commutation. En fait, ce qu'on appelle les moteurs brushless, justement, c'est des moteurs dans lesquels il n'y a pas ces balais, donc il n'y a pas ces frottements, ces problèmes de contact, mais dont la commutation est faite électroniquement par des transistors. Hein, mais ici, voilà, on va pas en parler. Hein, les moteurs brushed, et bien c'est ça. Alors ça, en fait, ça revient aux fameux charbons hein, qu'on peut retrouver sur certains moteurs. Mais quand les puissances sont faibles, souvent les balais, bah, c'est des trucs de différents alliages qui viennent frotter sur ici ce collecteur. Donc là, on peut le voir comme un interrupteur en fait, hein, qui glisse et qui fait les contacts. Quasiment tous les moteurs sont basés là-dessus. Après, il y a des nuances, il peut y avoir des nombres de bobines différents, des collecteurs différents. Les roulements, ça peut être des paliers en bronze, ça peut être des roulements AB, enfin voilà, il y a plein de choix possibles. Alors, globalement, justement, comment ça se commande? De façon, je veux dire, classique, on commande ça avec des interrupteurs qui peuvent être des relais. On va dire qu'il y a 2 grandes familles. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre avant de regarder ces familles, le moteur, quand il tourne, donc comme j'ai dit, il agit comme un générateur. Ce qui fait que si jamais on court-circuite les broches, eh ben, le générateur-là, il va être en court-circuit, et ça va avoir pour effet, en gros, de le freiner. C'est-à-dire qu'un moteur, il tourne relativement librement, mais si on court-circuite ces bornes, eh ben, il sera complètement freiné dès qu'il veut tourner, justement parce que comme il marche en générateur, et que ce générateur-là va fournir un courant énorme vu qu'il est en court-circuit, eh ben, ça le freine. Donc, on va voir que dans les commandes, justement, on peut ou non souhaiter que quand on l'arrête, eh ben, soit on ait ce phénomène de freinage, ce qui va permettre de l'arrêter plus vite, soit on veut pas. C'est-à-dire qu'on veut justement qu'il continue en gros sur son énergie. Alors en gros il y a 2 grandes familles. Hein. Il y a cette famille-là avec des interrupteurs qui consiste à avoir un interrupteur qui va faire le sens de rotation et un qui fait marche-arrêt. Alors l'interrupteur qui change le sens, c'est un interrupteur double, hein, c'est un double inverseur, monté dans cette configuration ici très classique, qui, comme on peut le voir, selon la position, eh ben, soit amène le plus ici, voilà, comme là, sur cette borne-là, et le moins, comme on peut le voir ici sur le moins. Et si l'interrupteur est basculé, bon, on voit que ça inverse, hein, que le plus passera ici, et le moins repartira là. Ce qui veut dire que ce montage-là, c'est un très classique inverseur de polarité. Donc en faisant ça, en inversant la polarité, bah, on change en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sens du champ magnétique, et bah, en fait ça change tout simplement le sens de rotation du moteur. Donc avec un système comme ça, là on va pouvoir donc choisir le sens, et grâce à ce second interrupteur, on va pouvoir choisir s'il est en route ou en marche. Sachant qu'on a cette fameuse option de freinage, ce qui fait que si ici on met un inverseur, quand il est coupé, qui court-circuite le moteur, eh ben on aura ce frein. Si on ne met pas cette liaison en bleu ici, on ne l'aura pas. Et pour info, hein, c'est pareil, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus, mais en mettant des endroits judicieusement choisis ici, des contacts de fin de course qui sont généralement normalement fermés et qui s'ouvrent justement en fin de course, eh ben on peut faire que le moteur, quand il arrive à une certaine position, s'arrête
mais puisse quand même repartir dans l'autre sens. Enfin bon, on va pas trop en parler ici. Donc ça, on a ce système-là. Alors par contre, ces interrupteurs, ça peut être des interrupteurs qu'on manœuvre à la main ou des relais. Alors l'inconvénient de ce système quand il y a des relais, c'est qu'on voit que dans un sens, eh ben, il faut activer deux relais. Il y a celui-là qui fait marche arrêt, mais si on a un problème de consommation, dans un des sens de fonctionnement, on sera obligé d'alimenter deux bobines de relais. Alors il y a d'autres façons de le faire aussi qui est très utilisée, c'est celle-là, qui consiste en gros à avoir deux simples inverseurs, et on voit que chaque inverseur, quand on en commute un, il tournera dans un sens, si on en commute l'autre, il tournera dans l'autre sens, si on commute les deux, en fait on va se trouver dans la même situation que s'il n'y a rien de commuté. Par contre, l'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il a toujours l'option frein quelque part, dans la mesure où on voit que quand ils ne sont pas commandés, là comme au repos, on voit que le moteur, là, on le voit très bien ici, il est court-circuité. Mais c'est une option qui est très intéressante aussi, dans la mesure où celle-là, pour le coup, n'a pas ce défaut, quand c'est des relais. À un moment donné, il n'y aura qu'un seul relais à commander. Puis des fois, c'est plus simple. C'est plus simple de dire j'ai un relais dans un sens, j'ai un relais dans l'autre, plutôt que d'avoir ici un truc qui est marche arrêt et sens. Mais enfin, voilà, les deux sont tout à fait possibles, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et quand je ferai la vidéo sur les plombs en H, justement, on reverra ces circuits, mais avec justement des commutations électroniques faites avec des transistors plutôt qu'avec des contacts. Alors, la notion la plus importante, quelque part, dans un moteur, enfin, il y a une notion de puissance, quelque part, mais à la fin, c'est aussi son couple. En gros, la puissance d'un moteur, quelque part, c'est son couple et la vitesse. Plus il y a de couple et de vitesse, plus il y a de puissance. C'est un petit peu comme la tension et le courant, quelque part, on peut le voir comme ça. Mais un moteur, il a plusieurs couples. J'ai trouvé ici, là, sur Internet, cette définition qui est intéressante. Le couple, là, rapidement, c'est la force tangentielle qui va être appliquée par le moteur. Mais bien sûr, vu que c'est circulaire, par effet de levier, plus on s'éloigne de l'axe, plus la force devient faible et plus le déplacement devient grand. C'est vraiment le principe du levier. Donc voilà, là vous trouverez facilement, si vous voulez plus d'infos sur la notion de couple sur Internet. Et donc les couples intéressants sur un moteur, il y a le couple de démarrage. Le moteur, quand il est arrêté, au démarrage, il va consommer beaucoup de courant, il va avoir un couple qui est la force en fait, qui va être celle qu'il exerce, je veux dire, en partant de zéro. Alors ce couple est très important dans la mesure où si à un moment donné il n'est pas assez fort pour lancer la charge sur laquelle il est, ou une charge qui a beaucoup d'inertie, qui va être très très longue à se lancer, ça peut être gênant. Il faut savoir que les moteurs, comme on va le voir, ils sont pas faits pour marcher comme ça sur leur couple de démarrage sans tourner. C'est un moteur, si on le bloque et on l'alimente, on verra que c'est là qu'il consomme le plus de courant, que potentiellement il chauffe beaucoup, et que ça peut aller jusqu'à le détruire. Donc ce couple de démarrage, c'est bien sûr une notion qui est très importante. Ensuite, il y a le couple minimal pendant le démarrage. En gros, c'est entre le moment où il démarre et le moment où il est à sa vitesse, je veux dire nominale, quel est le plus petit couple qu'il aura, vu que c'est pas forcément linéaire, sachant que il faut toujours que ce couple soit comme suffisant pour entraîner la charge. Alors le couple de décrochage, ça c'est un couple qui est aussi vraiment important. En gros, c'est le couple qui fait que ça l'arrête complètement. C'est-à-dire quelle est la force qu'il faut appliquer sur l'axe quelque part pour qu'il arrête complètement de tourner. Et c'est pareil, c'est pas une bonne façon de l'utiliser. Normalement, je veux dire, si on en arrive là, le moteur il va chauffer. Enfin, c'est pas du tout un fonctionnement normal. Le fonctionnement normal, c'est le couple nominal, on va dire à pleine charge, le couple moteur, et qui dit en gros, voilà, c'est quel est le couple que ce moteur va donner quand il tourne à sa vitesse sur laquelle il est conçu et quand il va dissiper en gros la puissance nominale sur laquelle ce moteur a été fabriqué. Il faut toujours choisir un moteur dont la puissance soit supérieure ou égale à la puissance justement dont on a besoin pour l'application qu'on veut faire, sachant que encore une fois cette notion de puissance, elle dépend aussi donc de la vitesse et du couple. Un petit peu comme la puissance dépend, on va dire, du courant et de la tension. On peut le voir un petit peu comme ça. Et bien sûr, tout ça se calcule en fonction. Donc, comme n'importe quel composant, les moteurs, ils ont des datasheets, alors qui sont plus ou moins fournis, mais qui donnent un minima. Là, j'en ai pris un exemple sur Internet, mais toujours, bien sûr, là, c'est important, toutes les dimensions mécaniques. Donc là, voilà, on voit toutes les cotes, les éventuelles fixations, les diamètres d'arbres, ainsi de suite. On a bien sûr la partie électrique. Ici, typiquement, on a le brochage, là, voilà, qui donne, par exemple, ici, rouge, noir, et le sens de rotation, CW, c'est-à-dire clockwise, dans le sens des aiguilles de montre.
Le sens inverse, c'est CCW, un counterclockwise. Après, on va souvent avoir des courbes. Donc là, sur cette abaque, hein, qui est super intéressante, on voit les relations qu'il y a entre le courant consommé, la vitesse, le couple, et ça permet justement de regarder comment ça fonctionne. Alors, dans les données qui sont indiquées, hein, là par exemple, il y a deux types de moteurs, justement, on va voir en gros les données nominales. C'est-à-dire qu'on voit par exemple ce moteur-là, sa puissance nominale c'est 3 watts, il est fait pour marcher sous 12 volts, et quand il est sous 12 volts et qu'il consomme 3 watts, il fournit un couple nominal de 7,8, hein, donc là il est donné en 2 unités, il va consommer un courant de 420 mA, et il est fait pour tourner à 3700 tours minute. Donc voilà, on va dire que ce moteur il est conçu pour fonctionner comme ça. Alors on peut bien sûr avoir des variations, hein. C'est-à-dire que si on le charge moins, c'est pas très grave, et généralement il tournera plus vite et il consommera moins, mais ça va pas du tout l'endommager. Par contre, si là pour le coup, si on le charge plus, là pour le coup ça va pas être bon. Il va le supporter un certain temps, mais pas énormément. On voit justement que à l'opposé quelque part, c'est quand il tourne à vide, et à vide, on voit qu'il consomme quand même 70 mA et qu'il tourne, comme j'ai dit, beaucoup plus vite, là à 5000 tours. Là, on a le stall torque. Stall torque, c'est justement le fameux couple de décrochage. Et on voit que ce couple de décrochage, ici, il est de 30. On voit qu'il est très supérieur au couple, je veux dire au nominal. Mais ça veut dire que c'est cette force-là, là, ça bloquera tout simplement le moteur. Puis là, on a son point. Donc voilà, en gros, les données les plus importantes. Bien, alors, un moteur électrique, hein, à balai. Hein, voici par exemple un exemplaire qui vient d'un magnétophone. Hein, comme d'habitude, hein, on retrouve très souvent deux connexions qui généralement sont polarisées, plus et moins, parce qu'en effet, ça permet de repérer, sachant que, comme je l'ai dit, hein, selon la polarité, il tournera dans un sens ou dans l'autre. Il arrive qu'il y ait des connexions sur le boîtier qui souvent est métallique, et voire même, hein, dans un cas comme ça, blindé. Hein, l'idée, là, c'est dans la mesure où la commutation de ces moteurs, hein, j'en ai déjà parlé, fait énormément de parasites. Le fait de les blinder dans un magnétophone, c'est bien sûr pour éviter des interférences. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà aussi mesurer d'un point de vue, on va dire, statique? Il faut bien voir que tant qu'un moteur électrique ne tourne pas, on peut l'assimiler à une bobine. D'ailleurs, c'est une bobine. Dans la mesure où, quand il est arrêté, hein, les balais ils sont connectés sur les bobines. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Alors, on peut bien sûr, si on utilise un ohmmètre, hein, donc là, j'ai mon fameux DER, qui fait entre autres ohmmètre, et qu'on mesure, voilà, entre deux fils. Et qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, là, en mode résistance continue, on va avoir une résistance qui est généralement assez faible. Là, on voit qu'elle est de 13 ohms. Donc ça, c'est vraiment la résistance, je dirais, continue, et c'est elle qui va déterminer, on va dire, le courant de démarrage. C'est-à-dire qu'au moment où on va brancher ce moteur sur une source, c'est comme si on le branchait sur une résistance de 13 ohms. Et tant qu'il ne tourne pas, je veux dire, si par exemple je bloquais le moteur, ça serait une résistance de 13 ohms. On verra plus tard ce qui se passe quand le moteur va se mettre à tourner, mais tant qu'il ne tourne pas, voilà, ça va être vu comme une résistance. Alors attention, justement, si jamais on voit, c'est marrant, si je le tourne justement le moteur à la main, on voit que ça change complètement la valeur. C'est normal, ça la perturbe, parce que comme il marche en générateur, il change. Mais voilà, tant qu'il est, on va dire, un moteur bloqué, on peut le voir comme ça. Alors c'est aussi une self. D'ailleurs, on peut voir que si on passe là en mode self, voilà, on voit que c'est aussi une self de 20 mAh. Ce qui est généralement des inductances relativement très fortes, hein, vu que c'est des inductances, comme on l'a vu, bobinées avec des noyaux en fer. Et donc, comme c'est des inductances, il y a aussi tout le comportement. C'est-à-dire qu'un moteur, quelque part, c'est comme un relais. C'est pour ça qu'il est très important, quand on les commute, de mettre en place des protections. Par exemple, les fameuses diodes dites de roue libre, parce qu'au moment où on va couper l'alimentation du moteur, c'est comme quand on coupe l'alimentation de la bobine d'un relais, il y aura ce phénomène de surtension. On peut mettre des snubbers, ce qu'il faut pour mettre dessus. Donc ça, c'est déjà un bon test sur un moteur. Enfin, l'inductance, on peut la mesurer, mais à la limite, c'est pas forcément le plus important. Mais la résistance, déjà dite statique, hein, comme ça, ça donne déjà une indication. Et ça donne aussi une indication si le moteur fonctionne. C'est un moteur électrique, si on mesure la résistance à ses bornes et qu'on trouve qu'elle est très grande ou infinie, faut se poser des questions. Généralement, ça veut dire que soit le bobinage ou un des bobinages est coupé, soit le système de balai collecteur, ce qui arrive aussi, est endommagé. D'ailleurs, il faut même se méfier quand on teste un moteur
Comme ça, il peut très bien être bon, mais s'il n'y a qu'une bobine de coupée, on la voit pas forcément. Donc là, l'idée, par exemple, c'est de faire tourner le moteur tout doucement un tour complet, et de vérifier qu'à un moment donné, bah, la résistance ne devient pas beaucoup plus grande. Normalement, elle doit être toujours à peu près constante, quelle que soit la position du moteur. Là, je le fais tourner tout doucement, et bah, on voit que c'est bon. Ça arrive hein, des fois comme panne, il n'y a qu'une bobine de coupée. Alors c'est même bizarre parce que un moteur comme ça, quand on le branche, bah, pour peu qu'il démarre sur une bobine qui fonctionne, ça va le lancer assez et par inertie, bah, il tournera quand même avec une bobine en moins. Par contre, quand il s'arrêtera pile poil sur la bobine pourrie, bah, il démarrera pas. J'ai déjà vu des pannes comme ça. Alors des fois on l'entend, mais pas forcément. Bien sûr, hein, le moteur a moins de puissance. C'est un peu comme une voiture. Hein. S'il y a un cylindre qui marche pas, éventuellement ça n'empêche pas le moteur de fonctionner, mais il marche quand même beaucoup moins bien. Ouh, bah je suis un incorrigible bavard. Je m'aperçois que cette vidéo est déjà bien longue. Donc, bah, en fait, je vais m'arrêter là. On va dire que ça va être petit moteur à courant continu, broché, partie 1. Mais vous inquiétez pas, je ferai une partie 2 où justement on va faire un peu plus de mesures et regarder justement ce qui se passe quand ce moteur tourne et en déduire un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes. Mais enfin voilà, je dirais cette vidéo, hein, l'idée c'était un petit peu de faire un rappel, c'était surtout pour des débutants, un petit peu des trucs de base sur les moteurs. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Pincette te fait encore la gueule. Oh, qu'est-ce que t'as encore fait? Elle t'a dit, je voudrais un petit peu de magie dans notre couple. Ah ouais, alors qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, disparaît. Ah bah oui, c'était pas la bonne réponse non plus. Alors, pour info, hein, j'ai pas du tout arrêté le cycle de vidéos que j'avais commencé là sur cette petite CNC. Mais là, mes vacances tirent à leur fin. Et bah, j'avais quand même certains trucs que je voulais à tout prix faire pendant les vacances. Et puis que j'ai vraiment pas fait. Et bah, il me reste plus beaucoup de jours. Donc là, je vais mettre un petit break sur ce projet quand même. Le temps de faire, on va dire, les corvées obligatoires. Mais vous inquiétez pas, je reprendrai ça et je vous le montrerai sans aucune faute. Que le grand broche-broche démon déballé préserve vos collecteurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.